Salut les geeks! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes grands formats, comme celui-ci. Je vous les ai déjà présentés en partie, mais je viens de recevoir à nouveau, il y en a certains que je vous ai jamais montrés, c'est l'occasion de refaire une grande présentation, mais en même temps, j'ai mis en dessous, dans les informations de la vidéo, tous les liens pour les précédentes vidéos, parce que je vais pas non plus tout vous refaire. C'est parti! Alors je vais commencer en vous présentant les IDW que je vous ai déjà montrés. En commençant par le tout premier, c'était le Gil Kane, Amazing Spider-Man, Artist Edition. Et c'est vraiment le tout premier grand format que je me suis acheté. Je m'étais dit, mais je connaissais même pas en fait, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais aucune idée. Mais j'étais tellement un amoureux de Gil Kane que je me suis dit, si je dois posséder un seul de ses bouquins, ce sera celui-là. Et enfin bon, j'étais comblé quoi. Morbius par Gil Kane, c'est... J'arrive pas à décrire. J'adore Gil Kane, c'est tellement un maître de l'anatomie. Mais il a une façon de dessiner Morbius, je sais pas, spéciale. Il y a un Morbius par Gil Kane et un Morbius par tous les autres artistes. Le Ross Andru, Artist Edition. Celui-là, je l'ai acheté, c'était suite à une discussion avec mon ami Amazing Geek, Bob Zombie, de la chaîne Amazing Geek. Et enfin, on parlait en fait de notre amour pour Ross Andru. Et je me suis dit, mais au fait, il y a un album IDW sur Ross Andru. Et en plus, il est pas très cher. Parce que bon, je présume que les fans ne sont pas réceptifs, les fans actuels ne sont pas réceptifs. Et il se moque un peu de Ross Andru, ce qui est vraiment dommage. Ross Andru, il a enluminé ma jeunesse avec ses histoires sur Spider-Man, dans Strange. Et donc, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté cet album. Vous connaissez tous mon amour pour Bill Sienkiewicz. Donc, celui-là, j'ai réussi à l'acheter. Entre 2015 et 2018, il y a eu tellement de livres faits sur Bill Sienkiewicz et sur son travail sur les Nouveaux Mutants. Et ça fait pas partie, mais je le conserve là pour ne pas les abîmer en fait, et pour pouvoir les retrouver. Je vous avais présenté ces reproductions de peinture de Bill Sienkiewicz dans une autre vidéo. Mais donc ouais, il y a eu tellement de livres faits sur Bill Sienkiewicz entre 2015 et 2018 que je me suis rué sur celui-ci, parce que j'avais loupé les autres, j'ai pas pu les acheter. Et bon, enfin c'est les Nouveaux Mutants, c'est Moon Knight, c'est tout son travail des années 80. Et bon, c'est fabuleux quoi, c'est Bill Sienkiewicz. On passe ensuite à John Byrne, donc les X-Men Artifact Edition. C'est tout son travail sur les X-Men. Bon, ça ne concerne malheureusement que les planches que lui a revendues. Terry Austin est célèbre pour ne pas revendre ses planches. Ça lui sert en fait à financer sa retraite. Enfin, c'est ce que pensent les gens, quoi. Parce qu'en fait, il a jamais voulu revendre de planches. C'est pour ça aussi que cet album est un Artifact Edition, donc ce qui veut dire qu'il n'y a que des planches. Si c'était une Artist Edition, il y aurait des épisodes complets. Quand Marvel rendait les planches originales aux artistes, le ratio était 2/3 des planches pour l'artiste, enfin pour le dessinateur, 1/3 pour le scénariste, et puis il y en avait un petit peu pour le lettreur et puis le coloriste, il me semble. Et donc, ce qui explique qu'il n'y aura jamais d'Artist Edition, donc d'épisodes complets, tant que Terry Austin n'aura pas décidé à revendre ses planches. Bon, enfin, c'est de toute beauté, quoi. C'est les X-Men des années 80, 70-80, c'est fabuleux. Ce livre, le John Byrne Marvel Classic Artifact Edition, je l'aime autant, si ce n'est plus, que celui sur les X-Men, parce que là, c'est un florilège de tout le travail que John Byrne a fait durant les années 80. Donc il n'y a pas uniquement, enfin il n'y a pas les X-Men du tout, il y a tout le reste. Donc il y a les Vengeurs, il y a Iron Man, Iron Fist, Spider-Man. Ces Marvel Team-Up sont fabuleux.
personne ne dessine Hulk ou Spider-Man comme lui. Puis c'est Captain America, évidemment, avec le Baron Blood, et puis les Vengeurs. Les Vengeurs que je crois que c'était cet épisode-là, avec Wundagore, ça avait été ma toute première VO. J'avais 7 ans ou 8 ans. Un copain qui avait été en Angleterre, qui les avait ramenés. J'avais entendu dire donc les bandes dessinées existaient en Amérique, mais je connaissais pas du tout. Et ça avait été une découverte, ça avait vraiment ouvert mon horizon. Et c'était déjà du John Byrne. Ensuite, le Jim Starlin Marvel Cosmic Artifact Edition. Je vous l'ai présenté très récemment. Donc ça reprend le travail de Jim Starlin pour Marvel, avec bien évidemment Thanos, les Vengeurs, Adam Warlock, Captain Marvel évidemment. Ce sont les histoires cosmiques. Quand je vois ces planches de Captain Marvel, ça me ramène dans les Strange des années... Enfin, dans les Strange des numéros 70-80. Ah là là, toute une époque. Quand Jim Starlin se cherchait un style graphique. Après le John Byrne X-Men Artifact Edition, maintenant c'est Dave Cockrum. X-Men Artifact Edition. Autant j'aime pas la fin. Enfin, la fin. Autant je n'aime pas son second run. Autant son premier run est absolument fabuleux. Il faisait des mises en page, des recherches graphiques, le travail sur les visages que je trouve absolument fabuleux. Sans parler bien évidemment de tout le design des costumes. Cette image, quand Serval inverse le lancer spécial, oh là là, que de souvenirs. Dave Cockrum est vraiment un grand monsieur. On passe maintenant à tout ce qui n'est pas du IDW. Donc il y avait Huck, le Artist Proof Edition, qui reprend en fait que le début de l'histoire. Et c'est en noir et blanc, en lavis. C'est très joli. Encore du Jill Kane et du Jack Kirby pour la version du Prisoner qui n'a jamais été publiée. Ce qui est un tout petit peu dommage en fait, c'est que donc on a la version de Jack Kirby qui est quasiment finalisée avec le lettrage, etc. Et donc qui est à 100%, si on peut dire. Par contre, la version de Jill Kane a été réduite. Elle n'est publiée qu'en quart de page. Et bon, ça me désole profondément. Mais ça reste quand même très sympa à lire. On a le script d'un côté, la version dessinée de l'autre. Il y a aussi quelques pages colorisées. Et puis là, en fait, donc on a encore du Jill Kane. En bleu, ce sont les emplacements où il y aura les textes. Enfin, pour moi, c'est intéressant de voir comment les BD sont créés chez Marvel à ce niveau-là. Et donc on peut comparer les deux versions, la version de Jack Kirby et la version de Jill Kane, qui sont complètement différentes pour la même histoire en fait. Ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a Tickers and Blood, le Collected Artwork Edition. C'est la version Limited Edition par Mike Ploog et Simon Bisley. Simon Bisley en fait a fait la mise en couleur. Mike Ploog a dessiné évidemment. C'est pas facile à sortir de son fourreau. Enfin, c'est fabuleux. Moi, j'adore, je dis toujours que c'est fabuleux, mais j'adore Mike Ploog. Sur la page de gauche, on peut voir les dessins, sur la page de droite, on peut voir la mise en couleur. C'est de toute beauté. De toute beauté. Mike Ploog, c'est un grand monsieur que je vous ai présenté dans 2 vidéos. Et donc ici, on a la partie dessinée, la partie ancrée et colorisée, mais
on n'a pas la bande dessinée en elle-même. La bande dessinée a été fournie au format de la bande dessinée. Quand vous achetiez la version limitée, automatiquement vous aviez droit aux comics. Et donc c'est une mini-série en 4 épisodes. Ici c'est juste pour le plaisir des yeux, quoi, d'avoir un grand format qui n'est pas gâché, si on peut dire, par les textes et les dialogues. Ronin de Frank Miller, la version galerie édition par Graffiti Design, que je vous ai présenté très récemment. Il s'agit des 6 épisodes publiés par DC et dans un format géant qui rend honneur au travail de Frank Miller. En plus, le papier est super beau, très épais. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Conan Red Nails par Barry Windsor Smith. Comme toujours, c'est pas facile à sortir du fourreau. Ce que je ne savais pas en fait quand je l'ai acheté, c'est que c'est une version non autorisée. En fait, Barry Windsor Smith n'était pas content du tout que cet album soit publié. Bon, c'est dommage pour Barry Windsor Smith, mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. C'est tellement fabuleux de voir ces planches, quasiment en format de dessin utilisé par Barry Windsor Smith. Cet album est toujours trouvable chez l'éditeur. Je vous mets le lien dans les informations de la vidéo si ça vous intéresse. Il est aussi possible de le trouver un petit peu moins cher, c'est ce que j'avais fait moi, sur eBay. Enfin moins cher, plus cher, tout dépend de la personne qui vend, évidemment. Alors on arrive maintenant aux albums que je ne vous ai pas montrés. Il y a tout d'abord un Bernie Wrightson, Artifact Edition. J'adore Bernie Wrightson. J'étais vraiment désolé d'apprendre son décès il y a 2 ans de ça, il me semble. Et je crois que ça c'est la couverture B. Donc c'est la 2e couverture qui a été utilisée pour cet album, si je me souviens bien. Donc Bernie Wrightson a été rendu très célèbre pour son travail sur Swamp Thing. Et dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, il a beaucoup travaillé pour DC dans les petites anthologies d'horreur. Et puis bien évidemment donc sur son Swamp Thing. Ça c'est vraiment très rare, un crayonné de la page 8, du numéro 4. Ça permet de se donner aussi une idée du travail donc, qui est fait au niveau de l'ancrage, entre le crayonné qui est relativement brut, et donc l'ancrage qui finalise le travail. Là on peut voir un peu le travail de hachure que Bernie Wrightson utilisera pour son illustration de Frankenstein, le livre de Mary Shelley. Encore une page de crayonné. Mais cette fois, on a la page de crayonné et l'ancrage. Donc la page de crayonné à gauche et l'ancrage à droite. Des scènes comme celle-ci ont vraiment rendu Wrightson célèbre. Il a un sens de composition qui est absolument phénoménal. Là aussi, une image comme celle-ci peut au premier regard sembler chargée, et pourtant même en noir et blanc, l'œil est attiré par Swamp Thing. Le décor est chargé, mais ne gêne pas la lecture de la page, enfin de l'image. C'est à ça qu'on reconnaît un très bon artiste, qui ne se contente pas juste de remplir la page avec des petits dessins, des petits traits. Encore une page, crayonnée à gauche, ancrage à droite.
Ça, je pense que c'est la couverture la plus célèbre de Swamp Thing. Et ici, on a un poster. Swamp Thing, Frankenstein et le loup-garou. Et la citrouille qui soulève son chapeau. Maintenant, on passe aux couvertures et aux illustrations pleine page. Ouais, vous voyez, ce genre d'illustration, c'est vraiment... C'est Bernie Wrightson. Dans toute sa splendeur, toute sa maîtrise graphique. Quel artiste. Et donc là maintenant, ce sont juste des extraits de ces petites histoires d'horreur qui l'ont rendu célèbre quand il travaillait pour Warren. Warren et DC. Encore une double page avec un Batman pensif. Là par contre je commence à moins aimer. 84, ouais, c'est quand il est revenu aux comics. Là par exemple cette histoire de Batman, ça s'appelait je crois La Secte. Ça a été publié en France, en VF. J'avais pas du tout aimé. J'avais pas aimé les dessins. C'était plus mon Bernie Wrightson. Oh là là. Comme c'est beau. Ben voilà. Donc, Bernie Wrightson. Si vous êtes fan, avec le The Shadow, faites-vous plaisir. Un superbe artefact édition. Et il existe, donc cet album existe avec 3 couvertures différentes, il me semble. Au moins 2, mais il me semble 3. On parlait récemment de Ross Is. Yellow Heat, c'est son histoire la plus célèbre. Ça, c'est une artiste édition portfolio. En fait, c'est une histoire très courte. Donc, il y a 8 pages. Et elles sont toutes publiées une par une dans cette édition. Ça a été traduit dans l'Écho des Savanes spécial USA. Ça a été traduit plusieurs fois, en fait. Ça raconte le passage à l'âge adulte dans une tribu africaine pour les hommes et pour les femmes. Mais évidemment, c'est une histoire de chez Warren, donc ça se termine toujours très mal. Ouais, c'était le Vampirella 58. Donc un jeune guerrier affronte une lionne afin de prouver sa virilité et d'avoir droit à la jeune femme. Et je ne vous montre pas la dernière case, je vais la flouter, parce que c'est la chute de l'histoire. Et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Dans ces éditions portfolio, il y a également une histoire qui m'intéresse et que j'essaie de trouver à petit prix, c'est de Neil Adams. C'est une histoire d'un tueur fou, un des premiers serial killers américains
C'est un type qui est monté sur une tour et qui a tiré dans la foule. C'était dans la fin des années 60, début des années 70. Ça avait bouleversé l'Amérique à l'époque et Neil Adams avait illustré ça. Alors généralement, je ne fais pas d'unboxing, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la boîte, enfin, le carton d'emballage que j'ai reçu quand j'ai reçu mon édition, ma galerie édition de Dark Knight Returns. Le carton, le voilà. Il est presque aussi grand que moi. Quand j'ai reçu le bouquin, donc c'est un plus grand format qu'un format IDW, c'est Graffiti Design qui les édite. Mais quand j'ai reçu ce carton, au début je me suis dit ils sont trompés. Bon, ils m'ont envoyé 15 exemplaires au lieu d'un seul. Mais en fait non, il n'y en avait qu'un seul. Qui était bien emballé, dans un petit carton comme IDW le fait, sauf que le petit carton était lui-même dans ce gigantesque carton. Bon, c'est la nouvelle maison de mon chat, donc je la remets à sa place. Et voilà, maintenant on passe au Batman The Dark Knight Returns, galerie édition de Graffiti Design. Un superbe album qui pèse de son poids, 6 kilos, une fois de plus. Graffiti Design ne fait pas les choses à moitié. Et c'est donc le même type d'édition que pour Ronin. Vous avez un très grand format avec donc le calque qui montre ce que Frank Miller espérait que Lynn Worley fasse au niveau de la couleur. On peut voir ici qu'en fait elle n'a pas suivi exactement ce que Frank Miller lui a montré, mais le résultat est fabuleux, donc on va pas se plaindre. Et donc ça reprend tous les épisodes. Je vais pas non plus vous montrer toutes les pages, sinon. Et certaines, comme ici, ne sont pas scannées malheureusement des pages originales qui n'ont pas été retrouvées. C'est un petit peu dommage parce que Ronin, ils avaient tout. Pour celui-ci, malheureusement, ils n'ont pas toutes les pages. Alors, à la fin, vous avez donc des reproductions en couleur de certains des traits de paperback. Donc vous avez l'ancrage de Frank Miller sur son propre dessin. Différentes des pin-up. Différentes couvertures aussi. Oui, ça c'était une caricature, enfin pas une caricature, ça a été fait pour DC, ça s'appelle le Fanboy. Et Frank Miller il dessine conjointement avec Sergio Aragonés, le créateur de Groo, que je vous avais présenté dans une vidéo il y a très longtemps. Et donc il se moque en fait de Batman et Ronin. En fait, bon, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Frank Miller avait détesté l'ancrage de Klaus Johnson sur Batman The Dark Knight, et il avait lui-même refait une partie de l'ancrage. Et en fait, il semble que Klaus Johnson ait utilisé l'aide de certains de ses amis pour faire l'ancrage. Et donc, c'est pour ça que l'ancrage change quasiment de page par page, surtout à partir, je crois, du 2e épisode ou du 3e. Et donc, Frank Miller était vert de rage, et il a quasiment tout refait lui-même. Ouais. Donc, ça c'était l'ancrage à gauche de Klaus Johnson, la page finalisée par Frank Miller à droite. Et on peut voir, bon, par exemple, ici, quand le Batman brise le cou du Joker. Bon.
Ça, c'est la version de Frank Miller. La version de Klaus Johnson est vraiment différente. Pareil pour ce dessin du Batman. Ici. C'est pas que l'ancrage de Klaus Johnson soit mauvais, mais il appuyait sur certains détails. Et Frank Miller trouvait que ce n'était pas bien. Donc ici, par exemple, Batman, le fond est complètement noir, il fait plus ressortir le visage. C'est des petits détails comme ça. Là, j'ai l'impression en fait de voir du Neil Adams quand je vois ce genre de muscles. Et ça a complètement disparu dans la version de Frank Miller. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, hein, je vous ai montré un tout petit peu cet album. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, il y en a beaucoup trop. Mais si, comme moi, vous êtes un fan de Frank Miller, du travail de Frank Miller et de The Dark Knight Returns, eh bien, je ne peux que vous conseiller cet album. Vous en aurez pour votre argent. On me demande souvent si je devais partir sur une île déserte, quelle bande dessinée j'emmènerais avec moi. Eh bien, la voilà. Le Conan. Les Red Nails de Conan, par Barry Windsor Smith. C'est la bande dessinée. C'est l'œuvre d'art, c'est le bijou que j'emmènerai avec moi. Bon, vous le savez tous, j'adore John Byrne, j'adore Frank Miller. Mais Barry Windsor Smith, sur Conan et dans Red Nails, plus particulièrement, c'est l'aboutissement d'une carrière. C'est incroyable parce qu'en fait, le mec, c'était ses débuts, quoi. Mais il a fait une œuvre grandiose, absolument grandiose, avec Red Nails. J'adore cet album, j'adore ce bouquin, cette édition. Et donc, voilà, s'il devait y en avoir qu'une seule, ce serait celle-ci. Au sujet des prochaines, des prochains grands formats que je vais m'acheter, je suis à peu près sûr qu'il s'agira d'un album de Batman, encore un. Donc ne me faites pas dire que je déteste tout ce qui est DC. C'est juste que je pinaille et il y en a très peu qui me plaisent, mais lorsqu'ils me plaisent, je les prends. Mais je vous en parlerai plus donc quand j'aurai ce fameux Batman. Et il n'y aura pas que du Batman, mais bon, on n'en est pas encore là. Et vous? Est-ce que vous êtes intéressé par les grands formats? Oui, non, pourquoi? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous en avez un préféré? Est-ce que, comme pour vous, l'un de ces grands formats est le chouchou de votre collection? Exprimez-vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Lisez plein de comics, quel que soit leur format, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!